Balzac. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 2. Édition eBooks France www.ebooksfrance.com. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 3. Adaptation d'un texte électronique provenant de la Bibliothèque nationale de France. http://www.bnf.fr. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 51. Pendant que Lucien courait à sa torture chez Madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaline rose à mille raies, son chapeau de paille cousue, un petit châle de soie, mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David. Quoique l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Yves pour traverser l'Houmeau. L'amour se plaît dans ces respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Sainte-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Yves, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. La belle soirée, dit-elle en cherchant un sujet de conversation, l'air est à la fois tiède et frais, les fleurs embaument, le ciel est magnifique. Tout parle au cœur, répondit David en essayant d'arriver à son amour par analogie. Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux, et elle leur délie aussi la langue, dit Yves en riant. Vous étiez bien silencieux en traversant l'Houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassé? Je vous trouvais si belle que j'étais saisi, répondit naïvement David. Je suis donc moins belle en ce moment? Lui demanda T.L. Non, mais je suis si heureux de me promener seul avec vous, que... Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Sainte. Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravi, car je me crois obligé à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. Refusant d'aller chez Madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien en risquant de la fâcher par sa demande. Non pas généreux, mais sage, répondit David. Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autre témoin que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, cher Yves, de vous exprimer quelqu'une des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position, mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances?
comment se soutiendra-t-il dans le monde où le portent ses goûts? Je le connais. Il est de nature à aimer les récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Il aime à briller, le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire, il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas. Enfin, vous l'avez habitué à se croire grand, mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent coquille du Furne, conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera Madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société, qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard cette femme abandonnera notre cher frère après lui avoir fait perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes poétiques. Oui, je tremble que cette grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet, ou elle l'aime. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 52. Sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux, car il en est fou. Vous me glacez le cœur, dit Yves en s'arrêtant au barrage de la Charente. Mais, tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peu et trop aux dépenses de Lucien, et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Yves en s'animant, ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune. Là est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, cher Yves. La lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable tout venu ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès, son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de Madame de Bargeton, qu'il tentera tout plutôt que de déchoir, et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins. Vous n'êtes donc qu'un faux ami, s'écria Yves désespéré. Autrement vous ne nous décourageriez pas ainsi. Yves, répondit David, je voudrais être le frère de Lucien. Vous seul pouvez me donner ce titre, qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement du calculateur. Yves, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne? Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien. S'il veut aller chez Madame de Bargeton, il ne doit plus être mon prote, il ne doit plus loger à l'Houmeau, vous ne devez plus rester ouvrière, votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentiez à devenir ma femme, tout s'aplanirait, Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirais un appartement au-dessus de l'appentis au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nous lui arrangerions ainsi une vie sans souci, une vie indépendante. Mon désir de soutenir Lucien me donnera pour faire fortune un courage que je n'aurais pas s'il ne s'agissait que de moi, mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire, et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère, et nous ne serons pas trop de trois pour l'y entretenir. D'ailleurs,
à vous comme à votre mère, ne faudra-t-il pas un appui? Chère Yves, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes dans nos goûts, il nous faudra peu de choses, le bonheur de Lucien sera notre grande affaire, et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiments, sensations, tout. Les convenances nous séparent, dit Yves ému en voyant combien ce grand amour se faisait petit. Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. Vous ne m'aimez donc pas assez encore, s'écria David atterré. Mais votre père s'opposerait peut-être. Bien, bien, répondit David, s'il n'y a que mon père à consulter, vous serez ma femme. Yves, ma chère Yves. Vous venez de me rendre la vie bien facile à porter en un moment. J'avais, hélas, le cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu, je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 53. En vérité, dit elle, vous me rendez toute honteuse, mais, puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir, et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus, car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. Qu'avez-vous? Lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. Rien que de bon, dit-il. En apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. Pourquoi suis-je le plus heureux, dit-il avec une expression de mélancolie. Mais je le sais. Yves regarda David d'un air coquet et douteur qui voulait une explication. Cher Yves, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raison de vous aimer, vous êtes un ange et je suis un homme. Je ne suis pas si savante, répondit Yves en souriant. Je vous aime bien. Autant que vous aimez Lucien, dit-il en l'interrompant. Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie, d'abord un peu pénible, que nous mènerons. Vous êtes-vous aperçu, cher Yves, que je vous ai aimé depuis le premier jour où je vous ai vu? Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée, demanda T.L. Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Yves. Oui, mon père a pris plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mon travail, il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation, et cependant nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous, qui, par amour pour votre frère, êtes descendu aux plus petits détails, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurai semée. Notre situation, car depuis longtemps je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore,
je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années peut-être, mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je suis depuis quelques jours, et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout, il convertirait mes espérances en réalité, il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir vous et Lucien me donnera de la constance et de la ténacité. J'avais deviné aussi, lui dit Yves en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 54. Vous m'aimez donc? Ah, dites-le-moi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Yves était la seule femme qu'il y eût dans le monde, et ce qui était matériellement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. Mon Dieu! M'aimez-vous? Oui, dit-elle en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments. Eh, bien, asseyons-nous là, dit-il en conduisant Yves par la main vers une longue poutre qui se trouvait au bas des roues d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, entendre les cris des rainettes coquilles du furne, Renats, admirer les rayons de la lune qui tremblent sur les eaux. Laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bonheur écrit en toutes choses, et qui m'apparaît pour la première fois dans sa splendeur, éclairée par l'amour, embellie par vous. Yves, cher aimé. Voici le premier moment de joie sans mélange que le sort m'ait donné. Je doute que Lucien soit aussi heureux que moi. En sentant la main d'Ève humide et tremblante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce moment que Lucien aborda sa sœur. Je ne sais pas, dit-il, si vous avez trouvé cette soirée belle, mais elle a été cruelle pour moi. Mon pauvre Lucien, que t'est-il donc arrivé? Dit Yves en remarquant l'animation du visage de son frère. Le poète irrité raconta ses angoisses, en versant dans ses cœurs amis les flots de pensées qui l'assaillaient. Yves et David écoutèrent Lucien en silence, affligés de voir passer ce torrent de douleur qui révélait autant de grandeur que de petitesse. Monsieur de Bargeton, dit Lucien en terminant, est un vieillard qui sera sans doute bientôt emporté par quelque indigestion, et, bien, je dominerai ce monde orgueilleux, j'épouserai Madame de Bargeton. J'ai lu dans ses yeux ce soir un amour égal au mien. Oui, mes blessures, elle les a ressenties, mes souffrances, elle les a calmées, elle est aussi grande et noble qu'elle est belle et coquille du furne, et gracieuse. Non, elle ne me trahira jamais. N'est-il pas temps de lui faire une existence tranquille, dit à voix basse David à Yves. Yves pressa silencieusement le bras de David, qui, comprenant ses pensées, s'empressa de raconter à Lucien les projets qu'il avait médités. Les deux amants étaient aussi pleins d'eux-mêmes que Lucien était plein de lui, en sorte qu'Ève et David, empressés de faire approuver leur bonheur, n'aperçurent point le mouvement de surprise que laissa échapper l'amant de Madame de Bargeton en apprenant le mariage de sa sœur et de David. Lucien, qui rêvait de faire à sa sœur une belle alliance quand il aurait saisi quelque haute position, afin d'étayer son ambition de l'intérêt que lui porterait une puissante famille, fut désolé de voir dans cette union un obstacle de plus à ses succès dans le monde. Si Madame de Bargeton consent à devenir Madame de Rubempré, jamais elle ne voudra se trouver être la belle-sœur de David Séchard. Cette phrase est la formule nette et précise des idées qui tenaillèrent le cœur de Lucien. Louise a raison. Les gens d'avenir ne sont jamais compris par leur famille, pensa-t-il avec amertume. Si cette union lui eût été présentée en un moment où il n'eût pas fantastiquement tué Monsieur de Bargeton, il aurait sans doute fait éclater la joie la plus vive.
En réfléchissant à sa situation actuelle, en interrogeant la destinée d'une fille belle et sans fortune, D.F. Chardon, il eût regardé ce mariage comme un bonheur inespéré. Mais il habitait un de ces rêves d'or où les jeunes gens, montés sur des scies, franchissent toutes les barrières. Il venait de se voir dominant la société, le poète souffrait de tomber si vite dans la réalité. Yves et David pensèrent que leur frère accablé de tant de générosité se taisait. Pour ces deux belles âmes, une illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 55. Acceptation silencieuse prouvait une amitié vraie. L'imprimeur se mit à peindre avec une éloquence douce et cordiale le bonheur qui les attendait tous quatre. Malgré les interjections d'Ève, il meubla son premier étage avec le luxe d'un amoureux, il bâtit avec une ingénue bonne foi le second pour Lucien et le dessus de l'appentis pour Madame Chardon, envers laquelle il voulait déployer tous les soins d'une filiale sollicitude. Enfin il fit la famille si heureuse et son frère si indépendant que Lucien, charmé par la voix de David et par les caresses d'Ève, oublia sous les ombrages de la route, le long de la Charente calme et brillante, sous la voûte étoilée et dans la tiède atmosphère de la nuit, la blessante couronne d'épines que la société lui avait enfoncée sur la tête. Monsieur de Rubempré reconnut enfin David. La mobilité de son caractère le rejeta bientôt dans la vie pure, travailleuse et bourgeoise qu'il avait menée, il la vit embellie et sans souci. Le bruit du monde aristocratique s'éloigna de plus en plus. Enfin, quand il atteignit le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux serra la main de son frère et se mit à l'unisson des heureux amants. Pourvu que ton père ne contrarie pas ce mariage, dit-il à David. Tu sais s'il s'inquiète de moi? Le bonhomme vit pour lui, mais j'irai demain le voir à Marsec, quand ce ne serait que pour obtenir de lui qu'il fasse les constructions dont nous avons besoin. David accompagna le frère et la sœur jusque chez Madame Chardon à laquelle il demanda la main d'Ève, avec l'empressement d'un homme qui ne voulait aucun retard. La mère prit la main de sa fille, la mit dans celle de David avec joie, et l'amant enhardi baisa au front sa belle promise, qui lui sourit en rougissant. Voilà les accordailles des gens pauvres, dit la mère en levant les yeux comme pour implorer la bénédiction de Dieu. Vous avez du courage, mon enfant, dit-elle à David, car nous sommes dans le malheur, et je tremble qu'il ne soit contagieux. Nous serons riches et heureux, dit gravement David. Pour commencer, vous ne ferez plus votre métier de garde malade, et vous viendrez demeurer avec votre fille et Lucien à Angoulême. Les trois enfants s'empressèrent alors de raconter à leur mère étonnée leur charmant projet, en se livrant à l'une de ces folles causeries de famille où l'on se plaît à engranger toutes les semailles, à jouir par avance de toutes les joies. Il fallut mettre David à la porte, il aurait voulu que cette soirée fût éternelle. 1h du matin sonna quand Lucien reconduisit son futur beau-frère jusqu'à la porte-palais. L'honnête Postel, inquiet de ses mouvements extraordinaires, était debout derrière sa persienne, il avait ouvert la croisée et se disait, en voyant de la lumière à cette heure chez Yves, que se passe-t-il donc chez les Chardon? Mon fiston, dit-il en voyant revenir Lucien, que vous arrive-t-il donc? Auriez-vous besoin de moi? Non, monsieur, répondit le poète, mais comme vous êtes notre ami, je puis vous dire l'affaire, ma mère vient d'accorder la main de ma sœur à David Séchard. Pour toute réponse, Postel ferma brusquement sa fenêtre, au désespoir de n'avoir pas demandé mademoiselle Chardon. Au lieu de rentrer à Angoulême, David prit la route de Marsec. Il alla tout en se promenant chez son père, et arriva le long du clos attenant à la maison, au moment où le soleil se levait. L'amoureux aperçut sous un amandier la tête du vieil ours qui s'élevait au-dessus du nez. « Bonjour, mon père, » lui dit David. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent.
Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 56. Tiens, c'est toi, mon garçon. Par quel hasard te trouves-tu sur la route à cette heure? Entre par là, dit le vigneron en indiquant à son fils une petite porte à claire-voie. Mes vignes ont toutes passé fleurs, pas un CEP de gelée. Il y aura plus de 20 poinçons à l'arpent cette année, mais aussi comme c'est fumé. Mon père, je viens vous parler d'une affaire importante. Eh bien, comment vont nos presses? Tu dois gagner de l'argent gros comme toi. J'en gagnerai, mon père, mais pour le moment je ne suis pas riche. Ils me blâment tous ici de fumer à mort, répondit le père. Les bourgeois, c'est à dire monsieur le marquis, monsieur le comte, messieurs ci et ça prétendent que j'ôte de la qualité au vin. À quoi sert l'éducation? À vous brouiller l'entendement? Écoute. Ces messieurs récoltent 7, quelquefois 8 pièces à l'arpent, et les vendent 60 francs la pièce, ce qui fait au plus 400 francs par arpent dans les bonnes années. Moi, j'en récolte 20 pièces et les vends 30 francs, total 600 francs. Où sont les niais? La qualité. La qualité. Qu'est-ce que ça me fait, la qualité? Qu'ils la gardent pour eux, la qualité, messieurs les marquis. Pour moi, la qualité, c'est les écus. Tu dis. Mon père, je me marie, je viens vous demander. Me demander. Quoi? Rien du tout, mon garçon. Marie-toi, j'y consens, mais pour te donner quelque chose, je me trouve sans un sou. Les façons m'ont ruiné. Depuis 2 ans, j'avance des façons, des impositions, des frais de toute nature, le gouvernement prend tout, le plus clair va au gouvernement. Voilà 2 ans que les pauvres vignerons ne font rien. Cette année ne se présente pas mal, et, bien, mes gredins de poinçons valent déjà 11 francs. On récoltera pour le tonnelier. Pourquoi te marier avant les vendanges? Mon père, je ne viens vous demander que votre consentement. Ah? C'est une autre affaire? À l'encontre de qui te maries-tu, sans curiosité? J'épouse mademoiselle Yves Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est fille de feu monsieur Chardon, le pharmacien de L'Houmeau. Tu épouses une fille de L'Houmeau, toi, un bourgeois? Toi, l'imprimeur du roi à Angoulême. Voilà les fruits de l'éducation. Mettez donc vos enfants au collège. Ah? Ça, elle est donc bien riche, mon garçon, dit le vieux vigneron en se rapprochant de son fils d'un air câlin, car si tu épouses une fille de L'Houmeau, elle doit en avoir des 1000 et des 100. Bon. Tu me payeras mes loyers. Sais-tu, mon garçon, que voilà 2 ans 3 mois de loyer dû, ce qui fait 2700 francs, qui me viendraient bien à point pour payer le tonnelier. À tout autre qu'à mon fils, je serais en droit de demander des intérêts, car, après tout, les affaires sont les affaires, mais je te les remets. Et, bien, qu'a-t-elle? Mais elle a ce qu'avait ma mère. Le vieux vigneron allait dire, elle n'a que 10 000 francs. Mais il se souvint d'avoir refusé des comptes à son fils, et s'écria, elle n'a rien. La fortune de ma mère était son intelligence et sa beauté. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 57. Va donc au marché avec ça, et tu verras ce qu'on te donnera dessus. Nom d'une pipe, les pères sont-ils malheureux dans leurs enfants? David, quand je me suis marié, j'avais sur la tête un bonnet de papier pour toute fortune et mes 2 bras, j'étais un pauvre ours, mais avec la belle imprimerie que je t'ai donnée, avec ton industrie et tes connaissances, tu dois épouser une bourgeoise de la ville, une femme riche de 30 à 40 000 francs. Laisse ta passion, et je te marierai,
moi. Nous avons à une lieue d'ici une veuve de 32 ans, meunière, qui a 100 000 francs de biens au soleil, voilà ton affaire. Tu peux réunir ses biens à ceux de Marsec, ils se touchent. Ah! Le beau domaine que nous aurions, et comme je le gouvernerais. On dit qu'elle va se marier avec Courtois, son premier garçon, tu vaux encore mieux que lui. Je mènerai le moulin, tandis qu'elle ferait les beaux bras à Angoulême. Mon père, je suis engagé. David, tu n'entends rien au commerce, je te vois ruiné. Oui, si tu te maries avec cette fille de L'Houmeau, je me mettrai en règle vis-à-vis de toi, je t'assignerai pour me payer mes loyers, car je ne prévois rien de bon. Ah! Mes pauvres presses. Mes presses. Il vous fallait de l'argent pour vous huiler, vous entretenir et vous faire rouler. Il n'y a qu'une bonne année qui puisse me consoler de cela. Mon père, il me semble que jusqu'à présent je vous ai causé peu de chagrin. Et très peu payé de loyer, répondit le vigneron. Je venais vous demander, outre votre consentement à mon mariage, de me faire élever le second étage de votre maison et de construire un logement au-dessus de l'appentis. Bernique, je n'ai pas le sou, tu le sais bien. D'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapporterait? Ah! Tu te lèves dès le matin pour venir me demander des constructions à ruiner un roi. Quoiqu'on t'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de Salomon. Mais tu es fou. On m'a changé mon enfant en nourrice. En voilà un qui aura du raisin, dit-il en s'interrompant pour montrer un CEP à David. Voilà des enfants qui ne trompent pas l'espoir de leurs parents, vous les fumez, ils vous rapportent. Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des sommes énormes pour faire de toi un savant, tu vas étudier chez les Didot, et toutes ces frimes aboutissent à me donner pour bru une fille de L'Houmeau, sans un sou de dot. Si tu n'avais pas étudié, que tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais conduit à ma fantaisie, et tu te marierais aujourd'hui avec une meunière de 100 000 francs, sans compter le moulin. Ah! Ton esprit te sert à croire que je te récompenserai de ce beau sentiment, en te faisant construire des palais. Mais ne dirait-on pas en vérité que, depuis 200 ans, la maison où tu es n'a logé que des cochons, et que ta fille de L'Houmeau ne peut pas y coucher? Ah ça? C'est donc la reine de France? Eh, bien, mon père, je construirai le second étage à mes frais, ce sera le fils qui enrichira le père. Quoi que ce soit le monde renversé, cela se voit quelquefois. Comment, mon gars, tu as de l'argent pour bâtir, et tu n'en as pas pour payer tes loyers. Finot, tu ruses avec ton père. La question ainsi posée devint difficile à résoudre, car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui lui permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi David ne put-il obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la permission de faire à ses frais, dans la maison paternelle, toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le vieil ours, ce modèle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait eu l'imprudence de laisser voir. David revint triste, il comprit que dans le malheur il ne pourrait pas compter sur le secours de son père. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 58. Il ne fut question dans tout Angoulême que du mot de l'évêque et de la réponse de Madame de Bargeton. Les moindres événements furent si bien dénaturés, augmentés, embellis, que le poète devint le héros du moment. De la sphère supérieure où gronda cet orage de cancan, il en tomba quelques gouttes dans la bourgeoisie. Quand Lucien passa par Beaulieu pour aller chez Madame de Bargeton, il s'aperçut de l'attention envieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le regardèrent, et saisit quelques phrases qui l'enorgueillirent. Voilà un jeune homme heureux,
disait un fils de famille qui avait assisté à la lecture, il est joli garçon, il a du talent, et Madame de Bargeton en est folle. La plus belle femme d'Angoulême est à lui, fut une autre phrase qui remua toutes les vanités de son cœur. Il avait impatiemment attendu l'heure où il savait trouver Louise seule, il avait besoin de faire accepter le mariage de sa sœur à cette femme, devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille, Louise saurait peut être plus tendre, et cette tendresse pouvait amener un moment de bonheur. Il ne s'était pas trompé, Madame de Bargeton le reçut avec une emphase de sentiment qui parut à ce novice en amour un touchant progrès de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête au baiser enflammé du poète qui, la veille, avait tant souffert. Si tu avais vu ton visage pendant que tu lisais, dit-elle, car ils étaient arrivés la veille au tutoiement, à cette caresse du langage, alors que sur le canapé Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de sueur qui par avance mettaient des perles sur le front où elle posait une couronne. Il s'échappait des étincelles de tes beaux yeux. Je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras tout chéni, c'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus, je ne le veux pas. Oui, cher ange, je te ferai une oasis où tu vivras toute ta vie de poète, active, molle, indolente, laborieuse, pensive tour à tour, mais n'oubliez jamais que vos lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épargne, il se venge de tous les bonheurs qu'il ne partage pas sage. Oui, je serai toujours jalousée, ne l'avez-vous pas vu hier? Ces mouches buveuses de sang sont elles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont faites. Mais j'étais heureuse. Je vivais. Il y a si longtemps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Louise, Lucien lui prit une main, et pour toute réponse la baisa longtemps. Les vanités de ce poète furent donc caressées par cette femme comme elles l'avaient été par sa mère, par sa sœur et par David. Chacun autour de lui continuait à exaucer le piédestal imaginaire sur lequel il se mettait. Entretenu par tout le monde, par ses amis comme par la rage de ses ennemis dans ses croyances ambitieuses, il marchait dans une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellement complices de ses louanges et de ses idées, tous s'empressent à servir un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et froide pour dissiper de tels prestiges. Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse aimer. Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus baissés, et dit en démentant sa parole par un angélique sourire, si vous le méritez, plus tard. N'êtes-vous pas heureux? Avoir un cœur à soi. Pouvoir tout dire avec la certitude d'être compris, n'est-ce pas le bonheur? Oui, répondit-il en faisant une moue d'amoureux contrarié. Enfant, dit-elle en se moquant. Allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 59. Lucien confia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour sa sœur, celui de sa sœur pour David, et le mariage projeté. Pauvre Lucien, dit-elle, il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était lui qui se maria. Mais où est le mal? Reprit-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. Que me fait ta famille, où tu es une exception? Si mon père épousait sa servante, t'en inquiéterais-tu beaucoup? Cher enfant, les amants sont à eux seuls toute leur famille. Et je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien. Sois grand, sache conquérir de la gloire, voilà nos affaires. Lucien fut l'homme du monde le plus heureux de cette égoïste réponse.
Au moment où il écoutait les folles raisons par lesquelles Louise lui prouva qu'il était seul dans le monde, Monsieur de Bargeton entra. Lucien fronça le sourcil, et parut interdit. Louise lui fit un signe et le pria de rester à dîner avec eux en lui demandant de lui lire André Chénier, jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vinssent. Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, dit Monsieur de Bargeton, mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon dîner. Câliné par Monsieur de Bargeton, câliné par Louise, servi par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les favoris de leur maître, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s'identifiant à toutes les jouissances d'une fortune dont l'usufruit lui était livré. Quand le salon fut plein de monde, il se sentit si fort de la bêtise de Monsieur de Bargeton et de l'amour de Louise, qu'il prit un air dominateur que sa belle maîtresse encouragea. Il savoura les plaisirs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire partager. Enfin il s'essaya pendant cette soirée à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, quelques personnes pensèrent qu'il était, suivant une expression de l'ancien temps, du dernier bien avec Madame de Bargeton. Amélie, venue avec Monsieur du Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jaloux et les envieux. Ne rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un petit jeune homme tout fier de se trouver dans un monde où il ne croyait jamais pouvoir aller, dit Châtelet. Ne voyez-vous pas que ce Chardon prend les phrases gracieuses d'une femme du monde pour des avances? Il ne sait pas encore distinguer le silence que garde la passion vraie du langage protecteur que lui mérite sa beauté, sa jeunesse et son talent. Les femmes seraient trop à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux, mais quant à Naïs... Oh! Naïs, répéta la perfide Amélie, Naïs est très heureuse de cette passion. À son âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de séduction. On redevient jeune auprès de lui, l'on se fait jeune fille, on en prend les scrupules, les manières, et l'on ne songe pas au ridicule. Voyez donc. Le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez Madame de Bargeton. L'amour ne connaît pas ces distances-là, chantera Adrien. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discutât le degré d'intimité dans lequel se trouvait Monsieur Chardon, alias de Rubempré, et Madame de Bargeton, à peine coupables de quelques baisers. Le monde les accusait déjà du plus criminel bonheur. Madame de Bargeton portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences? Il est des personnes auxquelles tout est permis, elles peuvent faire les choses les plus déraisonnables, d'elles, tout est bienséant, c'est à qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incroyable sévérité, celles-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise. Vous diriez des statues admirées que l'on note de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou cassé le nez. On ne leur permet rien d'humain, elles sont tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de Madame de Bargeton à Lucien. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 60. Équivalait aux 12 années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serrement de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente. David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la construction du second étage de la maison paternelle. Agrandir cette maison, n'était-ce pas travailler pour lui? Tôt ou tard elle lui reviendrait, son père avait 78 ans. L'imprimeur fit donc construire en colombage l'appartement de Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorer, à meubler galamment l'appartement du premier, où la belle Yves devait passer sa vie.
Ce fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis. Quoique las des chétives proportions de l'existence en province, et fatigué de cette sordide économie qui faisait d'une pièce de 100 sous une somme énorme, Lucien supporta sans se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile au-dessus de sa tête, il rêvait une belle existence en asseyant son bonheur sur la tombe de Monsieur de Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles, et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son dîner comme une maladie qui devait se guérir par celle du souper. Vers le commencement du mois de septembre, Lucien n'était plus prote, il était Monsieur de Rubempré, logé magnifiquement en comparaison de la misérable mansarde à Lucarne où le petit Chardon demeurait à L'Houmeau. Il n'était plus un homme de L'Houmeau, il habitait le Haut-Angoulême, et dînait près de 4 fois par semaine chez Madame de Bargeton. Pris en amitié par Monseigneur, il était admis à l'évêché. Ses occupations le classaient parmi les personnes les plus élevées. Enfin, il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France. Certes, en parcourant un joli salon, une charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût, il pouvait se consoler de prélever 30 francs par mois sur les salaires si péniblement gagnés par sa sœur et par sa mère, car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis 2 ans, L'Archer de Charles IX, et un volume de poésie intitulé Les Marguerites, répandrait son nom dans le monde littéraire, en lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère. Sa sœur et David aussi, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au retentissement de son nom dans l'avenir, acceptait-il maintenant ses sacrifices avec une noble assurance, il souriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Yves et David avaient fait passer le bonheur de leur frère avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage, car les affaires de Lucien avaient eu la primauté. Quiconque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement, il était si séduisant. Ses manières étaient si câlines. Son impatience et ses désirs, il les exprimait si gracieusement. Il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilège perd plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitué aux prévenances qu'inspire une jolie jeunesse, heureux de cette égoïste protection que le monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ces grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter. Trompés sur le sens et le mobile des relations sociales, ils croient toujours rencontrer de décevants sourires, mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Yves avait d'ailleurs désiré ce retard, elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Que pouvaient refuser 2 amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur, « Je voudrais savoir coudre ». Puis le grave et observateur David avait été complice de ce dévouement. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez Madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien, il craignit de lui voir mépriser les mœurs bourgeoises. Dans le désir d'éprouver son frère, David le mit quelquefois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde, et, voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié, « On ne nous le corrompra point ». Plusieurs fois les 3 amis et Madame Chardon firent des parties de plaisir, comme elles se font en province, ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente, ils dînaient sur l'herbe avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue, puis ils revenaient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé 3 francs. Dans les grandes circonstances, quand ils dînaient à ce qui se nomme un restaurant, espèce de restaurant champêtre,